Bismillah. Kamala s'habilla avec beaucoup de soin pour le dîner. Elle portait la robe blanche couverte de diamants et le collier que Don Miguel lui avait offert. Elle pensait, sans relâche, à ne montrer aucune impatience, aucune excitation pour ne pas éveiller les soupçons. La moindre différence dans son comportement pouvait être remarquée. Elle ne voulait même pas imaginer ce qui arriverait si leur tentative de fuite échouait. Elle s'obligea en revanche à veiller aux détails de sa toilette. Elle apporta un raffinement particulier à sa coiffure, demanda à plusieurs reprises aux servantes d'arranger les plis de son ample jupe. Finalement, elle s'engagea dans le couloir menant au grand salon. Elle se sentait dans le même état d'esprit qu'une actrice qui monte sur la scène pour un rôle difficile. Conrad se trouvait déjà en compagnie du Señor Quintero et de l'aide de Can. À peine eut-elle pénétré dans la pièce que ce dernier se précipita pour lui baiser la main en disant « Son Excellence serait extrêmement heureuse de vous parler en particulier, Señorita, dans son salon personnel. » Kamala jeta vivement un coup d'œil à Conrad, et à sa grande consternation, elle se rendit compte qu'il était aussi surpris qu'elle de cette demande. Elle ne pouvait cependant rien faire d'autre que d'accéder à la requête de Don Miguel. L'aide de camp la conduisit à l'autre bout du corridor où se tenaient deux laquais vêtus de livrées chamarrées d'or. Ils ouvrirent devant eux une porte d'acajou massif. Le salon particulier de Don Miguel était surchargé d'ornements comme le reste de sa demeure. Elle se leva à l'entrée de Kamala. Elle se tenait derrière un énorme bureau incrusté d'argent, et elle ne put s'empêcher d'admirer son élégance et de remarquer à quel point son costume noir mettait en valeur sa silhouette admirablement proportionnée. Des diamants fabuleux scintillaient sur son plastron, et il portait au doigt son énorme diamant. Kamala avançait vers lui lentement, car elle était consciente de ce que l'on avait refermé la porte derrière elle. Ils étaient seuls. Lorsqu'elle fut près de lui, elle plongea dans une profonde révérence et lui baisa la main. « Vous êtes très belle, Señorita, et je remercie votre Excellence. Je ne cherche pas à vous flatter, je ne fais qu'exprimer la vérité. J'ai vu au cours de ma vie beaucoup de jolies femmes, mais aucune qui se puisse comparer à vous. » Son regard parcourut rapidement Kamala, comme si, pensa-t-elle, il faisait le compte de ses qualités physiques, ravie de constater que l'épouse qu'il avait choisie était exceptionnelle. Il y avait dans cet examen quelque chose de presque impersonnel, quelque chose que Kamala ressentit comme une insulte. Cependant, elle baissa les yeux espérant répondre, par son attitude, à ce que l'on attendait d'elle, une humble gratitude. « J'ai un présent pour vous, dit Don Miguel, grâce auquel je crois vous rendrez jalouse toutes les dames de Madrid. » Il prit sur son bureau une petite boîte et l'ouvrit. Apparut alors aux yeux de Kamala le diamant le plus gros et le plus étincelant qu'elle eût jamais vu. Le diamant jonquille de Josefa était d'une beauté spectaculaire, mais celui-ci le dépassait encore. Blanc-bleu, taillé en navette, il brillait de mille feux dans la lumière. Don Miguel le saisit et, s'emparant de la main de Kamala, il le glissa à son médius. « Je remercie votre Excellence, dit-elle, le souffle court. Votre Excellence est trop bonne. On prépare encore bien d'autres bijoux pour vous. Ils seront prêts avant notre départ. » « C'est le plus gros diamant que j'ai jamais vu, s'écria Kamala, sentant bien qu'elle devait se montrer enthousiaste. On le trouvait dans l'une de mes mines, il y a 5 ans de cela. Je l'ai gardé depuis. Je voulais trouver une femme digne de son éclat. Merci, répéta Kamala. Elle voulut faire une révérence, mais Don Miguel tendit vers elle sa main longue et fine et lui releva le menton. Elle devina ce qu'il allait faire et fit un effort surhumain pour ne pas se détourner et quitta la pièce en courant. Au lieu de cela, elle enfonça ses ongles dans ses pommes et se força à rester immobile. Lentement, avec décision, Don Miguel courba la tête et elle sentit les lèvres de l'homme lui emprisonner la bouche. Elle comprit alors ce qu'était un baiser sans amour. Lorsque la bouche de Conrad prenait possession de la sienne, un frisson la parcourait. Une brusque flambée d'extase la soulevait, et instinctivement, elle répondait à son baiser. À présent, sous le baiser de Don Miguel, elle ne ressentait que répulsion et n'éprouvait qu'un désir, s'enfuir. La bouche de ce dernier, une bouche dure, possessive, la retenait captive et ses bras semblaient à Kamala un cercle de fer. Elle se rendit compte que, dissimulé sous le carcan de son éducation et de son orgueil, un désir violent et primitif couvait
prêt à se déchaîner. Ses lèvres se firent plus insistantes. Il l'embrassait maintenant brutalement, avec une passion qui paraissait à Kamala, malgré son ignorance, lubrique et presque malsaine. Enfin, au moment où il lui semblait être sur le point de s'évanouir, il la libéra. « Vous êtes infiniment désirable, dit-il d'une voix rauque, et demain vous serez mienne. » Elle passa le bout de ses doigts sur sa bouche, meurtrie. « Demain, balbutia-t-elle. Puis, n'en pouvant supporter davantage, elle se détournait et sortit de la pièce en courant, épouvantée. Jamais elle n'avait eu aussi peur de sa vie. Son seul désir était de retrouver Conrad et de se jeter dans ses bras. Elle avait besoin de sa protection, du sentiment de sécurité qu'il lui apportait toujours tant qu'il était à ses côtés. Puis, tandis qu'elle suivait le corridor, une idée lui vint. Tout reposait sur la possibilité qu'ils auraient de fuir. Si Conrad la voyait bouleversée et effrayée, peut-être insulterait-il Don Miguel ou même le provoquerait-il en duel. Elle s'arrêta au milieu du couloir pour se ressaisir. Elle était consciente du regard des domestiques, mais n'y attacha pas d'importance. Tout ce qui importait était d'éviter de mettre Conrad en fureur, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ignorât le baiser de Don Miguel. Marchant lentement, Kamala passa devant un miroir encadré d'or. Sa chevelure était en désordre, comme un automate. Elle l'arrangea et, ce faisant, vit étinceler le gigantesque diamant qu'elle portait à son doigt. Elle sentait bien que c'était là une chaîne de plus. Puis, effrayée, elle a pensé que Don Miguel pourrait sortir de son appartement privé. Elle continua son chemin, essayant de faire bonne figure, et rejoignit au salon Conrad et les deux autres hommes. Le dîner lui semblait durer un siècle. Parler de choses et d'autres devenait une véritable torture à mesure que le temps s'écoulait. Don Miguel fanfaronnait de la plus insupportable manière, se vantant de ses biens, de ses exploits, et racontant avec complaisance ce qu'il envisageait de faire à l'avenir. Enfin, au moment où Kamala était sur le point de perdre la maîtrise d'elle-même, ils purent se retirer. Il n'était pas encore minuit, et Kamala se rendit compte qu'il lui fallait attendre plus d'une heure avant la venue de Josefa. Elle se laissa déshabiller par ses femmes, puis lorsqu'elles furent sorties de la pièce, elle se leva, s'enveloppa du châle brodé et alla contempler la lagune. Dieu merci, il faisait une nuit sans lune. Les étoiles brillaient, mais la lagune cernée de forêt semblait un gouffre noir. Elle resta là, debout, essayant de prier, mais même les paroles familières qu'elle prononçait depuis l'enfance ne montaient plus à ses lèvres. Un bruit léger l'alerta. Elle se retourna, c'était Conrad qui pénétrait dans sa chambre. Avec un petit cri, elle courut vers lui, l'entoura de ses bras et la serra contre lui passionnément. Il la sentit trembler et dit au bout d'un moment « Qu'y a-t-il, ma chérie? Qu'est-ce qui vous bouleverse ?» Les lèvres de Conrad erraient sur ses cheveux. « Rien, rien du tout, dit-elle vivement. Je suis simplement effrayée pour vous et naturellement pour moi aussi. » Il se recula un peu et dit calmement « Voilà justement de quoi je suis venu vous entretenir. »« Est-ce bien prudent de venir si tôt ?» demanda Kamala. « Spider est dans ma chambre, » répondit Conrad. « Il me préviendra si quelqu'un me demande, mais je ne pense pas que quiconque nous dérangera à cette heure. » Il fit asseoir Kamala sur un petit sofa près de la fenêtre. Elle leva les yeux sur lui, dans l'expectative. Il prit le temps de s'asseoir près d'elle. « J'ai parlé avec Don Miguel de votre mariage, dit-il. Ses projets pour la cérémonie elle-même ainsi que pour la fête qui suivra sont grandioses. Mais tout cela n'a aucune importance. »« Alors qu'y a-t-il » demanda Kamala, alarmée par le ton sérieux de sa voix. Au bout d'un moment, Conrad continua sans la regarder. « J'ai pensé qu'il était loyal de vous faire savoir à quel point cet Espagnol est riche. Il a une fortune inépuisable. Non seulement il possède des mines d'or, d'argent, de diamants, mais il est également propriétaire de vastes terrains qui, d'après ce qu'il affirme, se développeront certainement. Il a d'autre part de grandes propriétés en Espagne, et en ce moment même, il cherche à investir de l'argent en Amérique. »« Qu'est-ce que tout cela a à voir avec nous ?» demanda Kamala. « Pas avec nous, avec vous, » répondit Conrad. « J'aimerais que vous vous rendiez compte de la position que vous auriez en devenant son épouse. »« Son épouse » articula Kamala avec effort. « Mais vous savez bien que je ne pourrai jamais l'épouser. En êtes-vous sûr ?» Elle se tourna vers elle et la regarda pour la première fois en face depuis le début de cette conversation. Il vit ses yeux effrayés et dilatés, ses lèvres tremblantes, ses mains jointes comme pour l'implorer. « Qu'ai-je donc à vous offrir ?» demanda-t-il âprement.
Je vous aime et je crois que vous m'aimez. Mais cet amour survivra-t-il à la misère et aux privations? Qu'adviendra-t-il lorsque vous ne saurez même pas si vous aurez de quoi vous nourrir le lendemain? Et moi, croyez-vous donc qu'il me sera facile de vous regarder souffrir? Essayez-vous en ce moment de me dire, chuchota Kamala, que vous ne voulez plus de moi? Dieu, non. Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Dit-il violemment. J'essaie simplement de voir ce qui est le mieux pour vous, mon trésor. Je vous aime à la folie, vous êtes toute ma vie. Mais il faut que vous soyez bien consciente de ce que vous perdez en me choisissant et en refusant Don Miguel. Kamala poussa un faible cri, et tendant les mains, elle s'accrocha au revers de la veste de Conrad. « Vous ne pouvez pas m'abandonner, dit-elle avec désespoir. Je vous aime. Comment avez-vous pu songer un seul instant que je pourrais épouser Don Miguel et le laisser me toucher ?» Sa voix se brisa en prononçant ces mots et elle cacha son visage contre l'épaule de Conrad. Son châle glissa de ses épaules et Conrad l'entoura de ses bras. Seule la chemise de nuit de Ferdinand voilait les formes charmantes de la jeune fille. « Si vous partez sans moi, je me tuerai. Je vous le jure, murmura-t-il avec passion, tandis que les larmes ruisselaient sur ses joues. « Ma chérie, ma douce, mon amour, s'écria Conrad, bien sûr que je vous emmènerai. Ne pensez-vous pas que j'étais crucifié à l'idée de vous perdre? Je voulais simplement être loyal envers vous. Non, vous ne l'êtes pas, chuchota Kamala à travers ses larmes. Vous ne comprenez pas à quel point je vous aime. Conrad la serra contre lui. Très bien. Si nous mourrons ensemble, et si nous nous en tirons, nous affronterons l'avenir avec courage. Elle leva les yeux vers lui, les joues encore humides de larmes, mais les yeux brillants de joie. « Vous m'emmenez donc ?»« Je vous prends ce soir et pour toujours, répondit Conrad. Vous êtes mienne et je ne vous laisserai plus jamais partir. » Il l'embrassa et de nouveau, elle se sentit transportée par un ravissement indescriptible. Il lui semblait que du vif argent courait dans ses veines. Elle savait bien à présent que rien ni personne ne pourrait les séparer. Au bout d'un long moment, il la laissa aller. Et se penchant pour ramasser le châle brodé, il le posa sur ses épaules. Elle rougit à la pensée qu'il l'avait vue si peu vêtue, puis il dit doucement « Le temps passe, Josefa sera bientôt là. Le Seigneur Quintero est-il prêt ?» « Il ne nous accompagne pas, répondit Conrad. D'abord, il ne sait pas nager, et ensuite il a réussi pendant la promenade ce matin à persuader un des palefreniers de lui procurer un cheval et de lui servir de guide. « Il va s'enfuir par les terres ?» s'exclama Kamala. « Cela sera long, dit Conrad, car Quintero a découvert sur la carte que ses amis les plus proches se trouvent à environ 100 miles d'ici. La région est rude, infestée de serpents, et il ne nous reste plus qu'à prier pour qu'il arrive sain et sauf. » Le Sénor m'a confié qu'il a des amis très haut placés à Mexico, dit Kamala. Pourrait-il aider les marins qui sont prisonniers dans les mines? C'est bien ce qu'il a l'intention de faire, répondit Conrad. Il ne pense pas que le gouvernement, faible et menacé d'une révolution imminente, soit en mesure de contrer Don Miguel, mais il peut certainement l'obliger à libérer les étrangers qu'il fait travailler. Ce sera toujours quelque chose, dit Kamala. Quintero, s'il le veut, peut faire preuve de beaucoup de détermination, répondit Conrad. Je suis sûr qu'il fera tout ce qui est humainement possible. J'en suis convaincu, acquiesça Kamala. Je vais m'assurer que Spider a bien réuni tout ce dont nous avons besoin, dit Conrad. Il traversa la pièce et disparut derrière le panneau. Kamala l'entendit presque aussitôt s'adresser à Spider. Quelques minutes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit et Josefa entra accompagnée de la femme la plus étrange que Kamala eût jamais vue. À la couleur sombre de sa peau, Kamala devina que cette extraordinaire créature était un mélange de race noire et mexicaine. Elle avait de grands yeux noirs, fort beaux, et des traits assez rudes, mais il ne pouvait y avoir aucun doute sur la force de sa personnalité. Elle était vêtue à la manière mexicaine de plusieurs jupons de différentes couleurs. Un châle rouge, à franges, recouvrait ses épaules et elle portait une blouse de Baptiste. Elle était coiffée d'un turban de lamé rouge et or qui accentuait son apparence bizarre. Mais le plus extraordinaire était le nombre invraisemblable de colliers qui pendaient par douzaines à son cou. Il y en avait de toutes sortes et certains portaient des inscriptions. Kamala pensait qu'ils avaient probablement un pouvoir magique. Il y avait un collier de dents de requin, des colliers de coquillages, d'autres de corail, d'or, d'autres encore d'argent et d'os. Il y avait de longues chaînes étincelantes, de perles aux formes bizarres et de petites pierres étrangement dorées.
À ses poignets, une masse de bracelets tintambulés chaque fois qu'elle faisait un mouvement, et chacun de ses doigts était orné d'une bague. « Je vous salue, señorita, dit Josefa à voix basse. Comme promis, j'ai amené Zomba. » Kamala fit une révérence. « Je vous en suis très reconnaissante, dit-elle. Tendant la main à la voyante, elle ajouta. Puis-je vous dire, señorita, à quel point je suis heureuse de vous accueillir et combien je vous suis profondément reconnaissante de votre aide. Ma cousine Josefa me dit que vous êtes en danger, dit Zomba. Elle avait une voix basse et profonde, presque masculine, tandis qu'elle parlait, Conrad était revenu dans la pièce. Il s'avança vers les femmes et porta à ses lèvres la main de Josefa. « Vous êtes notre bon ange, dit-il dans son espagnol hésitant. Josefa lui sourit avec coquetterie, et ce sourire la rendit si belle que Kamala en ressentit encore une fois un léger pincement de jalousie. Conrad tendit alors les deux mains vers Zomba. « Vous êtes notre espoir et notre salut, dit-il. » C'était très intelligent à lui, pensa Kamala, de s'exprimer dans le langage excessif qu'appréciaient les Mexicains et les Espagnols. Elle vit un éclair d'approbation dans les yeux noirs de Zomba, puis celle-ci répliqua. « Ce ne sera pas facile. En êtes-vous bien conscient? Nous connaissons des difficultés, répondit Conrad, mais nous voulons, avec votre aide, tenter l'impossible. » Les Anglais attendent en bas, dit Josefa. Zomba va vous conduire à eux. Ainsi personne ne vous arrêtera. Mais lorsque vous serez dans l'eau, rappelez-vous que nous ne pourrons plus rien pour vous. Je le sais, dit Conrad, et tous deux, la señorita et moi, nous sommes prêts à courir ce risque. Les filles sont déjà en train de s'occuper des sentinelles, continua Josefa. Elles ont apporté du vin et sont très contentes de l'argent que vous leur avez donné. Tu as bien ajouté au vin ce que je t'avais donné, interrogea Zomba de sa voix grave. Josefa inclina la tête en signe d'approbation et elle expliqua à Conrad. Il y a dans ce vin certaines herbes qui bientôt feront somnoler les soldats. Pas suffisamment pour qu'ils soient réprimandés, mais assez pour les empêcher d'être trop attentifs. Encore une fois, dit Conrad, je ne peux que vous exprimer ma reconnaissance. Une fois arrivé sur le bateau, señorita, dit Zomba en s'adressant à Kamala, vous parlerez la première aux hommes, et seule. Est-ce bien prudent? Demanda vivement Conrad. Elle n'aura rien à craindre, car elle portera ceci, répliqua Zomba. En disant ces mots, elle ôta un de ses colliers, un talisman. C'était une grande pierre ronde, peinte en rouge et décorée de signes étranges. Aux extrémités se trouvaient deux énormes perles baroques, et sur chacune des perles, deux minuscules morceaux de corail, saillés comme de petites dents roses. Tous les hommes à bord du Santa Maria, dit Zomba, savent que ceci est mon signe, le signe magique de Zomba. Montrez-le-leur, dites-leur qu'il vient de moi, puis passez-le au cou de votre homme. Ils obéiront à ses ordres et le suivront où qu'il aille. Elle déposa le talisman dans les mains de Kamala. Au moment où elle le recevait, Kamala eut l'impression, bien qu'elle se dit que son imagination lui jouait des tours, quel étrange pouvoir émanait de l'objet. « C'est bientôt l'heure de partir, dit Zomba. »« Autre chose, dit Josefa l'interrompant, les patrouilleurs ne sont pas censés intervenir lorsque le Santa Maria quitte le port, mais lorsque son Excellence est à bord, le bateau arbore toujours une lumière bleue au grand mât. Vous en trouverez une à bord. Dites aux hommes de la hisser aussitôt que vous serez dans la lagune. Nous y veillerons, dit Conrad. J'ai apporté quelque chose pour vous, señorita, dit Josefa. En disant ces mots, elle tendit à la jeune fille une sorte de ballot. Celle-ci le déplia et vit apparaître un habit de soie noire qui n'était pas sans rappeler un vêtement de moine. « Je l'ai fait faire aujourd'hui, expliqua Josefa. Il est copié sur la bure que portent les pénitents le jour du vendredi saint. La seule différence est que ce vêtement est fendu sur les côtés, ce qui vous permettra de nager. Relevez le capuchon de façon à cacher vos cheveux blancs. Quand vous êtes avisé d'avoir pensé à tout cela, dit Kamala. Vous feriez bien de le mettre tout de suite, suggéra Josefa. Vous n'allez sûrement pas vous changer en bas en même temps que les hommes. Non, bien sûr, dit Kamala. Elle jeta un coup d'œil à Conrad. Je ne regarde pas, dit-il avec un petit sourire. Il tourna le dos. Tandis que Josefa commençait à aider Kamala à se dévêtir de sa chemise de nuit, Zomba s'avança vers Conrad et Kamala entendit ces paroles. Vous êtes un homme remarquable. Je vois que vous ferez de grandes choses. Beaucoup de gens dépendront de vous. Beaucoup béniront votre nom. Je vois une couronne sur votre tête. C'est signe de grandeur. J'espère que vos prédictions se réaliseront, répondit Conrad. Les prédictions de Zomba se réalisent toujours, dit fièrement la voyante.
Elle jeta un regard par-dessus son épaule et constata que Kamala était déjà habillée. La robe de soie noire lui collait à la peau et elle semblait si pathétique avec son pâle petit visage que Conrad ressentit le désir impérieux de la prendre dans ses bras et de la rassurer. Mais Zamba poursuivait. « Je vois votre avenir à vous aussi, señorita. Il est très simple. Vous obtiendrez tout ce que votre cœur désire. » Kamala regarda Conrad et ses yeux étaient si éloquents que Zamba dit après les avoir contemplés pensivement l'un et l'autre. « Tu m'as dit, Josepha, que ces deux-là étaient frères et sœurs, ce n'est pas vrai ?»« Vous n'êtes pas frères et sœurs ?» s'exclama Josepha avec surprise. « Nous avons notre secret, nous aussi, » dit Conrad. « Tout ce que je demande à la vie, c'est que la señorita devienne ma femme. »« Ne craignez rien, » sourit Zamba. « Mais venez, il faut partir. » « Si la señorita descend vêtue de ce seul vêtement, cela semblera bizarre, » dit Josepha. « J'ai un manteau dans ma garde-robe, dit précipitamment Kamala. Conrad alla chercher le manteau de velours, noir, orné de duvet de cygne, qu'ils avaient acheté à Southampton. Il le lui mit sur les épaules, puis traversa le panneau mobile et fit signe à Spider. Le petit homme chauve entra vivement dans la pièce. Il eut un mouvement de surprise à la vue de Zamba, mais s'inclina poliment devant elle ainsi que devant Josepha. « Venez » ordonna Zamba d'une voix impérieuse, et ouvrant la porte, elle les précéda dans le corridor. Elle avançait comme une frégate, toute voile dehors, et les autres marchaient derrière elle. C'était là, Kamala l'avait deviné, le moment le plus périlleux de leur équiper, mais les domestiques s'inclinèrent jusqu'au sol au passage de la voyante. Il était clair qu'ils étaient bien trop impressionnés par cette femme, à laquelle ils prêtaient des pouvoirs surnaturels pour remarquer quoi que ce soit. Bientôt, ils descendaient un petit escalier qui conduisait à la cour. Ensuite, ils franchirent un portail et s'engagèrent dans un escalier qui semblait s'enfoncer dans les entrailles de la terre. Conrad détacha une lanterne du mur pour les éclairer. L'escalier était très étroit et très tortueux. Ils descendirent encore et encore jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une gigantesque cave. Il y avait là des barils et des bouteilles de vin alignés sur des étagères. Tout était soigneusement rangé, et les bouteilles étaient étiquetées. Il n'y avait personne dans la cave et ils la traversèrent pour descendre quelques marches. Kamala supposa qu'ils se trouvaient à présent au niveau de la lagune. En bas des marches, deux hommes attendaient dans l'obscurité. Ils avaient des cheveux blancs et des yeux bleus, et l'on ne pouvait se méprendre sur leur nationalité. C'était le capitaine anglais. « Je ne leur ai pas dit qui vous étiez, » dit Josepha à Conrad. « Parlez tout doucement. » Conrad s'avança et tendit la main. « Je suis Conrad Verian, » dit-il calmement. « On vous a conduit ici parce que c'est là notre seule chance de nous échapper. Il se peut que nous soyons tués avant de gagner la Santa Maria. Mais si nous arrivons à monter à bord, sains et saufs, je pense que nous parviendrons à lui faire prendre la mer. Êtes-vous d'accord pour m'accompagner ?» Le plus âgé des deux hommes répondit « Je me nomme Neil MacDonald, capitaine du Héron, et voici Roger Turner, qui commandait le Thanet. » Conrad serra la main de ce dernier. « Êtes-vous marin, monsieur ?» lui demanda celui-ci. « J'étais le capitaine de l'Hercule et de la Norma, » répliqua Conrad. Kamala, qui les observait, se rendit compte que les deux hommes avaient entendu parler du bateau de Conrad. Il n'y avait pas à se tromper sur la ferveur avec laquelle le capitaine MacDonald dit vivement « Je serai très honoré de servir sous vos ordres, monsieur. » « Eh bien, il n'y a plus de temps à perdre, » répondit Conrad, et se tourna vers Spider. « Avez-vous apporté ce que je vous ai demandé ?»« Oui, monsieur. » En disant ces mots, il tendit à chacun des trois hommes un morceau de tissu noir dans lequel était enveloppé un couteau à la lame acérée. « Voici les seules armes dont nous pouvons disposer, » dit Conrad. « Et maintenant, messieurs, je suggère que nous retournions dans la cave pour nous dévêtir hors de la vue des dames. Il nous faudra nager aussi doucement que possible, car si l'on nous voit, si l'on nous entend, nous serons impitoyablement abattus. » Il monta les marches suivi des deux capitaines. Kamala se tourna vers Josepha. « Je ne puis qu'ajouter mes remerciements à tous ceux que Sir Conrad vous a déjà exprimés, dit-elle, mais j'aimerais également vous donner ceci. » En disant ces mots, elle ôta de son doigt l'énorme diamant que Don Miguel y avait glissé quelques heures plus tôt. Josepha poussa un petit cri ravi. « Vous ne voulez pas dire que vous allez me donner ce diamant ?» demanda-t-elle. « Personne ne le mérite autant que vous, » dit Kamala. « Et si nous réussissons à fuir, Don Miguel pensera que je l'ai emporté. Aussi ne saura-t-il jamais que c'est vous qui l'avez. »« Merci, oh merci !» Josepha baissa les yeux sur Kamala et sembla hésiter. Comme si elle comprenait ce qui traversait l'esprit de la métisse, Kamala l'embrassa sur la joue. «
Vous êtes très bonne, dit Josepha d'une voix contenue. Kamala se tourna vers Zamba. Je serais très heureuse, Señorita, que vous acceptiez ce présent. En quittant sa chambre, elle avait emporté la boîte de cuir noir posée sur la coiffeuse et qui contenait le collier de diamants. Maintenant, le dégageant de son écrin, elle le souleva dans la lueur de la lanterne que Conrad avait apportée. Il semblait en absorber toute la lumière. Il brillait de mille feux et Kamala vit briller de même les yeux de Zamba. « Vous m'avez payé largement la dette que vous aviez envers moi, Señorita, dit-elle. Elle ne vous poursuivra pas tout au long de votre vie, ainsi que le fancel dont on ne s'acquitte pas. »« J'en suis heureuse, dit Kamala en souriant. » Elles n'eurent pas le temps d'échanger d'autres paroles. Conrad revenait suivi des deux capitaines et de Spider. Ils portaient seulement des culottes noires et leurs couteaux à la ceinture. Conrad baisa la main de Josepha, puis celle de Zamba. « Plus un mot, dit-il calmement. Je passe devant. Kamala me suit, et vous autres fermez la marche. Essayez de rester en ligne droite, on pourra nous repérer moins facilement. Quand nous atteindrons le bateau, j'aiderai Kamala à monter à bord. » Il regarda Kamala. « Avez-vous le talisman ?»« Oui, autour de mon cou. » Elle le glissa sous sa robe noire, puis Josepha rabattit le capuchon. « Vous serez invisible, dit-elle. Buena suerte. » Conrad s'était avancé jusqu'au bord et se laissait glisser très doucement dans l'eau. Kamala ôta ses mules et le suivit. Elle éprouvait l'étrange sensation de laisser un monde derrière elle et de s'engager dans l'inconnu. L'eau n'était pas froide. Après le choc du premier contact, elle eut l'impression de nager dans du lait. Il n'y avait pas une ride sur la lagune et apparemment pas le moindre souffle de vent. Tandis qu'elle nageait, elle se demandait s'ils arriveraient vraiment à sortir le bateau du port. Dans la négative, ils se retrouveraient le lendemain matin prisonnier à la merci de Don Miguel. Puis elle se dit, pour se donner du courage, que Zamba lui avait prédit la réalisation de ses désirs, et que désirait-elle d'autre sinon épouser Conrad? Il nageait devant elle lentement, d'une brasse vigoureuse et régulière, et bien que les trois autres hommes fussent juste derrière elle, c'est à peine si elle les entendait fondre l'eau. La distance était en réalité supérieure à ce qu'elle leur était apparue de la berge. À chaque instant, Kamala appréhendait d'entendre un cri suivi d'un coup de feu. Mais tout était silencieux et elle vit bientôt la coque du Santa Maria se profiler au-dessus d'eux. Une échelle de corde pendait à la poupe. Conrad s'y agrippa d'une main et tendit l'autre à Kamala. Elle vint se placer à côté de lui et il la pressa un instant contre son cœur. « N'ayez pas peur, ma chérie, chuchota-t-il. Vous savez que tout dépend de vous. » Elle ne répondit pas. Il lui semblait ne pouvoir parler. Le moment était venu, pensait-elle, où si elle ne jouait pas convenablement son rôle, ils seraient tous capturés et peut-être mis à mort. Conrad l'aida à monter à l'échelle de corde. La corde entamait la plante de ses pieds nus et la peau délicate de ses mains. Elle atteignit le pont. Une fois là, un peu étourdie, elle constata que les hommes dormaient sur le pont, roulés dans des couvertures, lentement, les doigts gourds. Elle rabattit son capuchon et, tirant de son sein l'étrange talisman que Zamba lui avait remis, elle s'avança. À ce moment, un homme qu'elle n'avait pas remarqué et qui était de garde à l'arrière jeta un cri qui réveilla les autres. Ils s'agitèrent dans leur couverture, s'assirent puis à la vue de Kamala se relevèrent vivement. Instinctivement, ils portèrent la main au poignard qu'ils avaient tous à leur ceinture. Le danger se précisait et pendant un instant, Kamala crut bien qu'elle serait incapable de prendre la parole. Puis d'une voix parfaitement distincte et presque plus forte qu'elle ne le désirait, elle dit en espagnol. « Je viens de la part de Zamba, la magicienne, la voyante. Elle vous envoie ceci afin que vous sachiez que je dis la vérité. » En disant ces mots, elle souleva dans ses mains le talisman de façon qu'ils puissent le voir. À la lumière des étoiles, on le distinguait facilement. Les perles blanches se détachaient avec éclat et le corail semblait jaillir de la large pierre colorée. Zamba, Zamba. Elle entendit les hommes murmurer le nom en retenant leur souffle, tandis qu'ils s'approchaient d'elle avec curiosité, mais ne cherchaient plus à sortir leurs couteaux. Kamala remarqua que c'étaient presque tous des Noirs. Elle savait qu'ils étaient encore plus superstitieux que les Mexicains. « C'est Zamba qui vous envoie ?» demanda l'un d'eux. « Oui, c'est elle qui m'envoie. Elle envoie également quelqu'un d'autre à qui vous devez obéir, car il est porteur du signe. » Sans s'être retournée, elle avait conscience de la présence de Conrad juste derrière elle. Elle lui mit le talisman autour du cou afin que tous puissent le voir sur sa poitrine nue.
Je suis votre capitaine à présent, dit Conrad lentement, en espagnol. Nous allons prendre la mer. Levez l'ancre. Kamala resta debout à les observer, tandis qu'elle entendait Conrad donner des ordres d'une voix brève. Il lui semblait que tout l'équipage galvanisé entrait en action. Les deux capitaines et Conrad lui-même commencèrent à hisser les voiles, tandis que, stimulés par leur exemple, les marins tiraient les cordages et amenaient l'ancre. Conrad s'adressa alors à elle. « Descendez, ôtez vos vêtements mouillés, s'il y a le moindre coup de feu, restez cachés. » Kamala obéit. Elle trouva le chemin des cabines et descendit. Elle demeura un instant immobile dans l'obscurité, ne sachant où diriger ses pas, lorsque soudain, Spider surgit à ses côtés, une lanterne à la main. « Nous avons réussi, mademoiselle, dit-il avec excitation. « Nous n'avons pas encore atteint la haute mer, dit Kamala, et n'oubliez pas qu'il y a les gardes-côtes. Alors, mademoiselle, ne vous faites pas de soucis. Le maître fera le nécessaire. Retenez bien ce que je vous dis. » En dépit de ces paroles réconfortantes, Kamala continuait d'être inquiète, mais elle ne put s'empêcher de sourire en constatant que Conrad était devenu le maître. « Maintenant, mademoiselle, voyons si je puis vous trouver quelque chose pour vous changer, dit Spider. Il la précéda, levant haut la lanterne, et ouvrit la première cabine. Kamala regarda autour d'elle et ne put retenir une exclamation. Assurément, cette somptueuse cabine avait été installée pour Don Miguel. Le lit d'or avait un baldaquin de velours brodé à ses armes, les murs étaient couverts de panneaux sculptés, en bois d'ébène, semblait-il, et le mobilier était de bois précieux, incrusté d'or. Tout ceci était destiné à impressionner les Espagnols, dit sèchement Spider. Maintenant, c'est le maître qui va dormir ici. Ils s'apprêtaient à sortir par la porte qu'ils avaient franchie en entrant, lorsque Kamala avisa une autre porte au milieu du mur. Elle ouvrit et se rendit compte que les cabines communiquaient les unes avec les autres sans qu'il fût besoin de passer à travers des ouvertures pratiquées dans les placards. Spider lui avait emboîté le pas et à la lueur de la lampe, Kamala vit que cette cabine-là avait été sans conteste préparée pour elle ou pour Josepha. Le lit était d'argent avec un baldaquin et des rideaux de satin blanc, français et retenus par des rubans roses et bleus. Le tapis était de cette merveilleuse couleur bleue que les Mexicains étaient les seuls à pouvoir obtenir. Les portières étaient de même couleur. « Cette cabine sera la mienne, dit Kamala, avec un sourire. « Il y a une foule de choses sur ce voilier dans lesquelles je peux vous faire des robes, mademoiselle, dit Spider avec un ton satisfait. En disant ces mots, il ouvrit un placard qui occupait tout un côté de la pièce. Kamala et lui-même restèrent muets de saisissement. Le placard regorgeait de toilettes de toutes sortes, faites dans des soies rares aux ravissantes couleurs empruntées, semblait-il, aux perroquets et aux aras, qu'elle avait vus volter dans les arbres. Ces robes ont sûrement été prévues pour Josepha, dit Kamala, se parlant elle-même. Dans ce cas, je puis facilement les retoucher pour les mettre à vos mesures, mademoiselle, dit Spider. La dame en question est un peu plus forte, mais sensiblement de votre taille, et d'après ce qu'on m'a dit, la plupart de ces toilettes viennent de France ou d'Espagne. Kamala était certaine qu'une fois mariée à Don Miguel, elle aurait été obligée de les porter. Mais ce qui lui importait pour l'instant, c'était d'avoir au moins une robe à sa disposition. Spider posa la lanterne. Si vous remontez sur le pont un peu plus tard, lorsque nous serons en pleine mer, vous aurez besoin de quelque chose de chaud, dit-il, du ton d'une nourrice, s'adressant à un enfant délicat. Et je vois ici un manteau qui vous ira admirablement. Il est du reste très joli. Il prit dans le placard une robe et un manteau qu'il posait sur le lit. Puis il saisit, avec une exclamation de ravissement, une paire de mules. Il les montra à Kamala en disant « Si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, mademoiselle, vous allez être la plus facile à habiller sur ce bateau. Car si je ne m'abuse, le maître va trouver les vêtements de l'Espagnol un peu étroits pour lui. » Il alluma les lampes fixées au mur de la cabine et se retira, laissant Kamala seule. Elle se glissa hors de la robe noire, se sécha avec une serviette qu'elle avait trouvée près de la table de toilette, puis commença à s'habiller. Il lui était cependant difficile de s'intéresser à sa toilette car elle prêtait l'oreille au bruit que faisaient au-dessus de sa tête les pieds nus et les voix volontairement étouffées. Elle se tourmentait et si le vent ne se levait pas, s'il ne réussissait pas à faire partir le bateau. Elle avait entendu que l'on amenait l'ancre mais le bateau semblait ne pas bouger. Soudain, Kamala ne put supporter plus longtemps cette angoisse. Elle enfila prestement la robe par-dessus ses nombreux jupons, jeta sur ses épaules le manteau que Spider avait choisi pour elle, puis monta en courant sur le pont. Une fois là, elle regarda autour d'elle et soudain laissa échapper une exclamation où se mêlaient le ravissement et le soulagement.
Ils étaient en route. Ils avançaient pas très vite, mais néanmoins ils étaient presque sortis de la lagune, et devant eux s'étendait la mer. Conrad était à la barre, et elle devina à son expression concentrée qu'il se donnait beaucoup de mal pour faire manœuvrer le grand voilier au milieu des navires et des bateaux de pêche ancrés dans leur passe. Elle vint près de lui pendant un moment et ne dit mot, et elle pensa qu'il ne s'était pas aperçu de sa présence, puis il demanda « Tout va bien? Nous sommes partis? »« Oui, Dieu merci, et il y aura davantage de vent en haute mer. Vous avez pensé, j'espère, à la lanterne bleue au haut du grand mât? Vous pourrez la voir en levant la tête, répliqua-t-il. Kamala fit un pas de côté pour être sûre de sa présence. Elle brillait semblable à une étoile, porteuse d'espérance, et de nouveau, Kamala poussa un soupir de soulagement. Vous vous rendez compte, j'espère que ce voyage ne s'annonce pas facile, dit Conrad. Même avec le vent en poupe, nous ne serons pas à la Havane avant 4 ou 5 jours. Nous ne sommes que 14 à manœuvrer et un bateau de cette taille nécessite 40 ou 50 hommes. Néanmoins, monsieur, dit derrière lui une voix à l'accent écossais, je crois que votre évaluation 14 hommes n'est pas tout à fait exacte. Kamala se retourna et vit le capitaine MacDonald qui s'était approché d'eux à leur insu. Comment cela? Dit Conrad. Mais oui, monsieur, répondit l'Écossais. J'estime que 3 capitaines britanniques valent chacun 3 marins indigènes, ce qui, en comptant Spider, nous amène à 20. Cela ne fait que la moitié de l'équipage normal, mais vous devriez, monsieur, être déjà plus que satisfait. Conrad rit. En vérité, MacDonald, je le suis, quoi que vous en pensiez. En fait, avez-vous hissé la grande voile? Nous avons hissé toutes les voiles que possède ce bateau, répondit l'Écossais. L'aube va poindre d'un instant à l'autre. Il ne nous reste qu'à espérer un bon vent, remarqua Conrad. À ce moment précis, Kamala sentit un souffle d'air soulever sa chevelure et comprit qu'ils approchaient de la mer. Son regard se porta sur l'horizon, et il lui sembla déceler une faible lueur. L'aube serait bientôt là, et elle en était certaine à présent. Elle leur apporterait un message d'espoir. Plus tard, Kamala fut incapable de se rappeler en détail les 10 jours qui suivirent. Les patrouilleurs, à la vue de la lanterne bleue, la laissèrent passer sans difficulté, et ils abordèrent bientôt la haute mer en route pour la Havane. La force du vent s'accrut, si bien que, très vite, ils firent voile à une vitesse considérable. Mais en dépit de l'optimisme de MacDonald, il se révéla que le maniement d'un bateau de la taille du Santa Maria mettait à trop rude épreuve l'endurance de 14 hommes. Kamala et Spider passaient tout leur temps à préparer des repas que l'équipage avalait en un clin d'œil, entre 2 tours de quart, ou à faire du café qu'ils montaient sur le pont pour tenir les hommes éveillés. Il n'était naturellement pas question de prendre des relèves régulières. Les hommes ne s'endormaient que lorsqu'ils étaient vraiment à bout de force. Kamala s'accoutuma à voir un homme s'écrouler sur le pont, pour sombrer dans le sommeil un quart d'heure, et se relever ensuite pour se remettre à la tâche. C'était Conrad et lui seul qui leur insufflait ce courage exceptionnel, pas seulement parce qu'il portait autour du cou le talisman de Zamba, mais aussi par sa force de caractère et le don de commander qui était inné en lui. Les hommes désiraient non seulement le servir, mais lui plaire. Il n'y avait jamais l'ombre d'une hésitation lorsqu'il demandait aux marins de hisser les voiles ou de les larguer. Il ressemblait, pensait Kamala, à un véritable Essaïm. Lorsque grimpant à la grande vergue, comme des cygnes, ils oscillaient loin au-dessus du pont, au gré des vents. Puis ils se laissaient glisser vers le pont, joyeux et prêts à continuer jusqu'aux limites de leur force. Sur les instructions de Conrad, les provisions d'excellente qualité emmagasinées pour Don Miguel lui-même étaient distribuées en parts égales entre les capitaines et les marins. On distribuait chaque soir une ration de rhum dès le coucher du soleil, mais ils étaient, en revanche, à court de fruits et de légumes frais, lesquels auraient été probablement montés à bord au moment du départ. Heureusement, il y avait quantité de tonneaux remplis d'eau douce, et comme ne cessait de le répéter Conrad, cela eût pu être 1000 fois plus terrible. Spider lui avait trouvé une chemise et des pantalons et s'affairait à lui transformer une des élégantes redingotes noires de Don Miguel pour l'arrivée à la Havane. Un après-midi qu'elle était montée sur le pont pour lui tenir compagnie, Kamala le trouva en train de donner des instructions au plus jeune des 2 capitaines, Roger Turner, concernant l'approvisionnement. Des citrons, disait Conrad, il n'y en a jamais trop, et j'entends que mes hommes ne succombent pas à cause de mon avarice. Je l'ai déjà noté, monsieur, dit le capitaine Turner, qui tenait une longue liste à la main.
Lorsqu'il se fut éloigné, Kamala demanda à voix basse « Avez-vous suffisamment d'argent pour payer tout cela ?» « Grâce à Van Wyck, j'en ai assez pour atteindre la Havane, dit-il, mais après il nous faudra penser à vendre quelque chose en arrivant aux Açores. »« Savez-vous que votre lit est en or ?» observa Kamala. Il se mit à rire. « Je ne l'ai pas encore vu. »« Je sais, dit-elle, vous devez être épuisé. Je vais aller vous chercher un peu de café. Faites-le bien fort. » « Entendu. » Puis au moment de descendre, elle dit avec quelque appréhension, car cette pensée la tourmentait déjà depuis un certain temps. Don Miguel ne peut-il pas nous accuser d'avoir volé son bateau ? Non, cela lui est impossible, répondit Conrad. Quel tribunal accorderait le moindre crédit à un homme qui a emprisonné des marins et capturé leur bateau ? La voix de Conrad était chargée de colère lorsqu'il ajouta « Non, Kamala, ce que j'ai pris, je le garde. »« Vous êtes un pirate, voilà la vérité, dit-elle taquine. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il. « C'est un jeu auquel les Anglais ont toujours eu coutume de se distinguer, particulièrement dans cette partie du monde. Que dites-vous de Drake, Hawkins, Cavendish ? D'ailleurs, vous avez tout l'air d'un boucanier. Trouvez-vous cela déplaisant ? demanda Conrad. Kamala rit. Vous n'êtes déjà que trop vaniteux, répondit-elle. Je vous donnerai ma réponse un autre jour. Très bien, je m'en souviendrai, répliqua-t-il. Les 24 heures qui suivirent furent si pénibles que personne ne songea ni à rire ni à plaisanter. Conrad travailla et fit travailler ses hommes jusqu'à la limite des forces humaines. Depuis 3 jours qu'ils étaient en mer, pas un seul n'avait pris de repos. Les 2 capitaines faisaient des miracles, mais il n'en demeurait pas moins que Conrad semblait faire marcher le bateau à lui tout seul. Kamala persistait à craindre que Don Miguel ne les poursuive, bien qu'elle vît mal par quel moyen. Mais il était fourbe, intelligent, et elle avait beau se raisonner, s'accuser d'avoir trop d'imagination, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. « Il n'y en a plus pour longtemps, à présent, mademoiselle, » dit Spider, passant près d'elle, chargé d'un plateau de carre fraîchement lavé et d'un énorme pot de café. Souvent, Kamala se demandait ce qu'il serait devenu sans lui. Il s'était révélé un excellent cuisinier, et même accablé de travail, il ne se montrait jamais désagréable ni nerveux, mais toujours poli et gai. « Il nous faudra trouver un moyen de le récompenser, se dit-elle. » Le fait de tomber bientôt à court d'argent était un souci de plus. Heureusement, ils avaient le lit en or, sans compter celui de Kamala en argent. Il était 1h du matin, lorsque Conrad dit d'une voix rauque de fatigue « Voici Castle Morro. » Kamala regarda devant elle, et à la pâlure de la nouvelle lune, elle vit se profiler la silhouette d'un fort contre le ciel étoilé. Elle sut qu'ils avaient touché au port. « Ainsi, nous avons réussi, dit-elle doucement. »« Allez vous coucher, ordonna Conrad. Nous en reparlerons demain. » Elle obéit, trop fatiguée pour discuter. Elle descendit, se déshabilla et se mit au lit. Elle avait découvert dans sa cabine des flots de lingerie dans une commode. Il y avait des chemises de nuit magnifiquement brodées, des jupons et des chemises bordées de dentelle, mais elle était trop préoccupée pour s'y intéresser. Ce soir-là, elle se glissa dans une chemise de nuit bordée de dentelle arachnéenne et laissa aller sur l'oreiller sa tête douloureuse. Elle voulut dormir, mais n'y réussit pas, ne pouvant s'empêcher de prêter l'oreille au bruit qui venait du pont. Elle les entendit jeter l'ancre, en crier des ordres, en larguer les voiles qui tombaient avec un bruit mat, puis les bruits décrurent et cessèrent enfin, et elle entendit Conrad qui descendait l'escalier d'un pas pesant. Il entra dans la cabine voisine de la sienne et ferma la porte. Elle perçut un choc sourd, puis tout retomba dans le silence. Elle comprit aussi clairement que si elle l'avait vu faire, que Conrad s'était jeté sur son lit sans se dévêtir et qu'il s'était endormi aussitôt d'un sommeil de plomb. Elle sourit. Ils avaient touché au port. Ils étaient saufs.